Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Tim. Salut Tim. Salut Anto, salut les Goths. On se retrouve pour un nouvel épisode du Godcast et pour parler évidemment de cyclocross du coup, parce qu'on a eu des très très beaux résultats en championnat d'Europe mais aussi en Coupe de France. Donc on va parler de tout ça côté équipe de France. Et après, on aura une petite réaction exclusive de Lali Pichon qui a gagné les 2 premières manches de Coupe de France et là qui a été battu ce week-end mais qui a fait encore des très belles performances, notamment aussi au championnat d'Europe. Et on parlera à la fin un petit débat autour de Pogacar et du cyclocross aux Jeux Olympiques, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup, pour commencer, Timothée, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé au championnat d'Europe? Ouais, donc les championnats d'Europe qui, comme d'ailleurs nous l'avait été annoncé par Axel Martino, si vous n'avez pas vu la vidéo, qui avait effectivement beaucoup de sable, et ça aura été effectivement le cas. Je pense qu'au début on peut parler de la première course avec les U19 hommes, qui aura été peut-être la course la plus décevante au niveau français, puisqu'on attendait beaucoup Soren Bruyère-Joumard, qui faisait partie des favoris, et qui au final, je crois qu'à la suite de quelques erreurs, et il me semble peut-être d'une chute, termine 15e. Mais bon, je pense qu'il se réserve plus pour les championnats du monde et les coupes du monde, du coup, ça m'effraie pas trop perso, je sais pas ce que t'en penses. Oui, non, du coup, Soren, on n'est pas trop inquiet pour lui. On l'a vu en Coupe de France, il domine complètement sa catégorie. Donc là, oui, ça a été un petit accro. Il s'est dit très déçu après le championnat d'Europe. Mais on l'a vu, il a directement enchaîné. On y reviendra juste après en Coupe de France. Donc la coupe du Monde arrive en plus dès ce week-end à Tabor. Donc on va voir ce que ça donne et de quoi il est capable. Mais moi, je suis pas trop inquiet personnellement. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. À mon avis, il va quand même pouvoir faire de bons résultats. Et d'ailleurs, ça veut pas trop dire, parce que je rappelle que l'année dernière, je sais plus pour quelle raison, mais il avait aussi eu un résultat pas ouf au championnat d'Europe, il me semble, pour une chute ou quelque chose comme ça. Bon, au final, si vous avez suivi la saison de cyclocross, il remporte le classement de la Coupe du Monde et il est vice-champion du monde. Du coup, je pense que ça posera pas trop de problèmes. Côté des autres Français, on a donc Victor De Vos qui termine 10e, donc qui est quand même une belle place. Moi, je m'attendais peut-être même un peu plus dans le top 15 que dans le top 10, donc c'est plutôt pas mal. On a Soen Le Pan qui termine 14e, donc il fait aussi une belle course et qui, à mon avis, vu les écarts, n'est pas avec des écarts énormes, donc il pourrait envisager par exemple un top 10. Et on a enfin Axel Martino qui rentre aussi dans le top 20 et qui réalise une énorme remontée, puisque comme il l'avait dit dans la vidéo qu'il avait tournée avec nous, il n'a pas encore de point UCI, du coup il part très loin, il est parti dans les derniers, et donc il a effectué une énorme remontée pour terminer dans ce top 20. Ouais, impressionnant Axel Martino qui, on le voit au fur et à mesure des courses, a l'air de prendre vraiment confiance et de progresser course après course, parce que chaque course qu'il fait, il fait toujours une meilleure performance que la course d'avant. Donc ça fait très plaisir. Et là, encore une fois, en Coupe de France ce week-end, il a été impressionnant en allant chercher de top 10, donc très content pour lui. Après, c'est sûr que on a un peu l'impression qu'il y a quand même Soren et les autres, contrairement à ce qu'on avait pu avoir, pas l'année dernière, mais avec les années Sparfel, Jules Simon, Paul Sexas, etc. On a quand même une densité qui est un peu moins forte qu'on a eu et on l'a vu du coup sur le résultat des championnats d'Europe, quoi. Puis je suis d'accord avec toi, et sinon, un petit point à noter, je trouve, hors français, donc avec la victoire de Filippo Grigolini, et d'ailleurs le deuxième est aussi un Italien, Patrick Pezzo Rozzola, si je prononce bien, et avec la troisième place de Gilles Lejeune. Je pense que Filippo Grigolini, justement, ça va être un des plus gros adversaires de Soren. Et je pense qu'on peut avoir des très très bons combats, et même avec ce deuxième Italien et Gilles Lejeune qui s'était aussi montré très très fort l'année dernière. Mais il nous en avait parlé, Axel Martino, et pour le coup, c'est une bonne pioche pour Decathlon qui après va le récupérer sur la route à partir de février ou mars. Donc impressionnant Grigolini, et après on va parler des espoirs, mais il y a une génération qui arrive chez les Italiens qui est assez impressionnante. Donc
Franchement, c'est aussi beau de voir qu'il y a une concurrence assez sympa à côté, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir passer aux U19 femmes aussi, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé. Ouais, c'est vrai. Euh, Chez ces U19 femmes, donc Lise Révol, la championne du monde, n'était pas présente parce qu'elle n'avait pas encore fait sa reprise en cyclocross. On a donc Lali Pichon qui réalise une belle 4e place, ce qui est quand même déjà un très très beau résultat. Côté des autres françaises, on a Lucie Elizalde qui termine 7e, donc qui est aussi quand même un très beau résultat. Donc pareil, une belle course côté français, pas de podium, mais on n'est pas passé très loin. Du coup, impressionnant. Ouais, Lady Pichon aux portes du podium, du coup, que vous allez pouvoir entendre ensuite en interview. Et oui, faut pas quand même oublier que oui, celle qui est championne d'Europe, par exemple, c'est celle qui se battait contre Lise Révol l'année dernière au championnat du monde, qui du coup n'a pas pu prendre sa revanche en confrontation directe, mais à mon avis, elles vont s'affronter pas mal en Coupe du Monde et à nouveau au championnat du monde aussi. Du coup, Barbora Bukowska. Donc on se souvient hein, de son championnat du monde où elle perd un petit peu tout en croyant que c'était l'arrivée alors qu'en fait il restait un tour. Là pour le coup elle a pas l'air de s'être trompée et de toute façon vu la marge qu'elle avait elle aurait pu se tromper, elle avait l'air d'être bien en forme pour repartir. Et après il y a un petit gouffre pareil avec les autres françaises, hein. Camille Basset n'est que 29e. Après je pense qu'il faut aussi prendre en compte que c'était un circuit hyper sablonneux, hyper complexe, et que du coup les écarts étaient énormes. Ils le seront peut-être un petit peu moins sur des coupes du monde un peu plus traditionnelles, quoi, entre guillemets. Donc, voilà. Je suis d'accord avec toi, surtout que, alors encore une fois, Axel Martineau qui nous avait un peu expliqué pas mal de trucs, il nous avait dit qu'effectivement, quand ils sortent de junior, généralement, ils se sont pratiquement jamais entraînés sur le sable. Donc, en fonction des pays, je pense qu'ils n'ont pas tous le même entraînement sur un tel circuit, ce qui peut beaucoup jouer. C'est clair. Mais je pense qu'on va pouvoir passer au U23 du coup. Ouais, les U23, donc on attendait tous un peu, je pense, le combat entre Mattia Agostinacchio, qui est d'ailleurs champion d'Europe cette année, et entre Aubin Sparfel. Et Robin Sparfel qui, pendant la majorité de la course, s'est montré supérieur, parce qu'il a fait presque tout en tête. Mais à la suite de 2 erreurs dans le dernier tour, il va terminer 6e. Ce qui est à noter, je trouve, sur cette course espoir, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est que contrairement à toutes les autres courses, on a des écarts qui sont pas énormes. Les 9 premiers se tiennent en 30 secondes, alors que dans toutes les autres catégories, on a des écarts qui sont énormes. Alors, d'ailleurs, un truc qu'on n'a pas souligné, je trouve que c'est un peu dommage que la course n'était pas diffusée cette année. Donc on n'a pas pu voir de nos propres yeux ce qui s'est passé, contrairement à l'année dernière où les courses, même les courses juniors et espoirs étaient diffusées. C'est dommage parce que on a eu visiblement des belles courses. Moi j'ai suivi, on a les live timing où on a les chronos en direct, etc. C'est comme ça qu'on a pu suivre la course notamment d'Aubin et on a vu que ça s'est souvent regroupé et il y a eu un peu dans tous les sens. On a un moment on a eu Aubin en tête, même pendant très très longtemps Aubin qui était bien au-dessus physiquement visiblement et qui a fait quelques erreurs comme tu l'as dit. Après on a vu Stefano Viezzi qui était champion du monde face à Aubin il y a 2 ans en junior et qui là a complètement explosé. Au final il finit 12e et Agostinacchio que moi personnellement j'attendais de voir, mais je le voyais peut-être pas déjà champion d'Europe pour sa première course internationale avec le U23. Et franchement il a été impressionnant parce que techniquement du coup c'est là où il a brillé dans un parcours qui était très technique, mais du coup aussi physiquement pour réussir à résister aux Néerlandais Averdinks et De Bruycker, Kay De Bruycker, le Belge, où du coup la 3e place c'est un peu joué au sprint, même si sur les écarts ça c'est pas représentatif, mais ils étaient tous très très proches, avec du coup Romain Debord 4e, donc très très belle performance. Aubin qui est seulement 6e, malheureusement au final il a même pas fait le sprint à l'arrivée, alors qu'il jouait le podium du coup avec Romain Debord. Mais franchement ça montre quand même qu'on est au niveau dans cette catégorie là et qu'il y aura moyen d'aller pourquoi pas chercher des podiums et des victoires en Coupe du Monde.
Ouais, c'est sûr que j'ai même été personnellement un petit peu surpris. On a aussi d'ailleurs Alexis David qui termine 9e Ouais. et qui est dans ce top 10. Moi perso, j'avoue que j'attendais Aubin, mais au niveau des autres Français, je me disais s'il termine dans le top 10, c'est bien. Bon, au final, on a vu que Romain Debord était à ça de jouer le podium. Enfin, était à ça d'être sur le podium. Du coup, ça montre vraiment qu'on aura plusieurs belles cartes. Et en plus de ça, j'ai l'impression que Alexis David ne fait que progresser. Donc on aura peut-être bientôt trois Français en espoir qui seront capables de jouer le podium sur les Coupes du Monde et pourquoi pas les Championnats du Monde, ce que je trouve vraiment impressionnant. Mm. Non, c'est clair, donc on va suivre ça de près, mais ça peut être que positif. Du coup, en parallèle, là, la course où on a eu nos 2 médailles et nos 2 seules médailles de ces championnats d'Europe, c'est la course femmes des U23, avec du coup la deuxième place de Célia Géry, pardon, et de Amandine Muller qui est troisième. Donc double podium, sachant que Célia Géry a dit qu'elle était peut-être même pas sûre de faire la course au départ parce qu'elle avait des problèmes, des douleurs de dos, je crois, etc. Pour au final, en plus en faisant une énorme erreur apparemment au départ, elle a perdu pas mal de temps. Et au final, elle va quand même chercher une deuxième place. Ça montre à quel point elle est vraiment très très forte. Et même moi assez surpris de la très belle performance d'Amandine Muller troisième. Ouais, vraiment impressionné par Amandine Muller que j'attendais à un très bon niveau après qu'elle ait terminé, il me semble, troisième ou deuxième au Copenberg Cross. Mais Quatrième, je crois. quatrième, je m'attendais tout de même quand même à ces championnats d'Europe qu'elle soit dans le top 10. Troisième, je trouve ça impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire course inversée comparée aux espoirs hommes. Les espoirs hommes, j'ai dit, il y a les 9 premiers coureurs qui se tiennent en 30 secondes. Là, les 9 premières coureuses, elles sont en 3 minutes 22 d'écart, ce qui est énorme. La première gagne avec 1 minute 13 d'avance et on remarque entre chaque concurrente presque que des écarts de plus de 30 secondes. Je trouve que c'est juste impressionnant à quel point les écarts ont été marqués sur cette course. Mais chapeau quand même à Léonie Bedvelt, qui a maintenant, ça fait quelques années qu'on la voit dans la catégorie, qui a 21 ans, donc je pensais qu'elle était, mais qui est un énorme espoir côté néerlandaise, encore une. Donc elle avait fait podium déjà au championnat du monde, il me semble l'année dernière. Et là, elle va chercher un très beau titre de championne d'Europe. Malheureusement, Célia Géry confirme pas le doublé par rapport à l'année dernière où elle avait déjà gagné au championnat d'Europe. Mais là aussi, on va se régaler. Et je pense que l'avantage en plus chez les femmes U23, je crois qu'en Coupe du Monde, elles courent quoi qu'il arrive avec les élites. Donc à chaque fois, on va pouvoir voir Célia Géry qui va se frotter quand même au gratin mondial. Sachant que là, elle a fait l'impasse, je crois, ce week-end des Coupes de France. Donc j'espère qu'elle sera quand même en forme le week-end prochain à Tabor. Ouais, c'est sûr, on espère tous qu'elle soit en forme et de la voir se battre avec les meilleures coureuses du monde. On peut passer directement à la catégorie élite, élite homme, qui aura été pour moi une course juste incroyable si vous l'avez suivi, parce que donc là elle était diffusée. Ça aurait été une course qui aura été serrée jusqu'au bout. En fait, on se rend vraiment compte Ouais. que quand on n'a pas la présence de Pidcock, Van Aert ou Van Der Poel, les courses sont à un niveau ultra homogène et très serré. Et d'ailleurs, on retrouve les 12 premiers coureurs dans la même minute et avec les 5 premiers coureurs qui sont arrivés pratiquement en même temps. Et on aura, je pense, plus ou moins jamais on n'aura jamais vu vraiment de coureurs un peu favoris. Ouais, il y a eu beaucoup de rebondissements et au final, du coup, c'est Toonarts qui est devenu champion d'Europe. J'ai un petit peu de mal toujours avec ce coureur quand on sait même s'il a été blanchi, mais toutes les affaires de dopage qu'il y a eu autour de lui. Devant Thibaut Nice, qui était le champion d'Europe sortant et qui faisait un gros début de saison. Et du coup, triplé belge avec Joran Voiser, je crois on le nonce comme ça. Je crois que c'est Joran Wieser, mais je ne sais Wieser, pas ouais. exactement si c'est les C'est ça. prononciations belges comme ça. Et avec Mais Pim Ronard, et on a vu un gros fight aussi entre Toonarts, Pim Ronard, où ça se mettait des coups d'épaule un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, le parcours a fait aussi que c'était complètement indécis parce que la moindre faute, tu l'as payé cash. Donc ça relançait toujours un petit peu les débats. ouais, c'est sûr. Et puis d'ailleurs, on parlait de Toonarts. J'ai trouvé ça un petit peu, enfin, dommage qu'il gagne.
J'irai quand même pas jusque-là, mais c'est un coureur, je trouve qu'on a très peu vu et qui n'a pas fait beaucoup, qui est un peu resté planqué derrière les autres Belges Hmm. et qui au final gagne, ce que je trouve un petit peu dommage. Sinon, Thibaut Nice paraissait quand même très fort. Assez étonné de Joran Wieser, que je savais était fort, mais je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'il soit sur le podium. Concernant Pim Ronard, il a été un peu. Il y avait que des Belges contre lui. Enfin, il avait presque l'impression qu'il pouvait rien faire, ce qui était quand même impressionnant. Et moi, la question que je me pose, et que tu vas me dire ce que tu en penses, est-ce que niveau belge, il y avait une stratégie un peu? Parce que j'ai pensé à Michael Van Terenhout, qui dans la première moitié de course, même les trois quarts de la course, aura été presque le coureur le plus impressionnant, qu'on aura vu le plus souvent devant et le plus actif, et qui au final explose dans le dernier tour. Mais donc selon toi, est-ce que c'était prévu par la formation belge de lui faire un gros départ et de mettre vraiment un gros rythme, ou est-ce que il a juste joué sa course et explosé? Ouais, moi je pense plutôt qu'il a tenté sa carte. Il s'est dit on va essayer de tenter le tout pour le tout, et puis ça passe. Et quand il a senti que c'était mort, il s'est peut-être un petit peu relâché. Je pense que pour le coup, il n'y a pas eu vraiment de stratégie parce qu'ils sont tellement que s'ils font une stratégie, bon, c'est un peu compliqué. Et puis on a bien vu qu'ils se faisaient pas de cadeaux entre eux, hein. Donc avec notamment Toon Arts, Thibaut Nice. Thibaut Nice qui, je pense, peut la jouer un petit peu mieux s'il sort en tête, en tout cas au dernier virage. Après, on a vu qu'il était quand même un peu cuit, mais il a été un petit peu trop attentiste. Il s'est un peu fait surprendre par l'accélération de Toon Arts, je trouve. Et au final, du coup, il fait deuxième. Le meilleur français, du coup, pour nous, c'est un petit peu plus compliqué là. C'est David Menu qui est 17ème. Qui reste à chaque fois de toute façon soit dans les top 10 soit dans les top 20, mais on est quand même loin de pouvoir jouer quoi que ce soit dans cette catégorie pour l'instant, évidemment, parce que dans quelques années ça sera peut-être différent. Ouais, on espère voir un peu la relève arriver. Et concernant quelques coureurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a quand même eu quelques déceptions qu'on a vu un peu plus loin, avec par exemple Nils Van de Put qui termine 21e, mais aussi Ryan Kamp 16e, Joris Neuwenhuis 15e, ce qui fait quand même des résultats assez loin. Lars van der Haar 12e, il a pris, il me semble, un très mauvais départ et il a fait une course de remontée, donc c'est un peu moins choquant. Et puis j'attendais perso beaucoup Lorenz Weck, on le sait, parcours avec beaucoup de sable, c'est une personne des plus à l'aise, et au final il termine que 11e. Ouais, c'est clair. C'est clair, il y a eu quelques déceptions, mais après, faut pas oublier qu'on est aussi en tout début de saison, que la saison de cyclocross va être encore très longue. Donc il y en a sûrement qui n'ont pas calqué leurs objectifs, en tout cas sur ce championnat d'Europe, et qui vont sûrement devenir de plus en forme quand on va avoir les Coupes de France qui vont arriver, les Coupes du Monde, pardon, qui vont arriver. Et on le répète encore une fois, le week-end prochain, notamment à Tabor. Pour terminer sur ces championnats d'Europe, je pense qu'on peut parler de la course femmes, qui pour le coup a été un petit peu moins, même beaucoup moins serré. Et à nouveau, à l'image des hommes, un triplé. Cette fois, c'est un triplé néerlandaise du coup. Ouais, c'est ça, une course qui aura pas du tout été effectivement pas serrée, surtout que on a envie de dire, bon, ok, il y a 41 secondes d'écart, hein, on a déjà vu pire. Par contre, entre la troisième et la quatrième, on passe de 56 secondes à 2 minutes 3, ce qui est quand même assez énorme. Mmh. Côté français, Amandine Fouquenet qui termine cinquième et Hélène Clausel sixième. Il me semble qu'Amandine Fouquenet a dit qu'elle visait le podium. Bon, c'est pas le cas, mais cinquième, ça reste quand même une super course de sa part, hein. Surtout elle est seulement à 11 secondes de la quatrième place. Pareil pour Hélène Clausel qui réalise une très belle course elle aussi. Non, c'est sûr qu'elles ont été impressionnantes et un peu à l'image de ce qu'on voit depuis le début de saison. Amandine Fouquenet est toujours au niveau. On l'a déjà vu sur les Super Prestige, sur les X2O, à chaque fois en mesure de faire des très très gros départs, de mener, d'attaquer, etc. Donc impressionnante. Puis là, elle est revenue à peine en Coupe de France, elle a tout explosé. Donc non, elle est en forme. Et puis je sais pas où elle va passer l'année prochaine, vu que du coup Arkea ne sera plus une équipe, tout simplement. Donc vu qu'elle est toujours chez Arkea, je sais pas comment ça va se passer en tout cas. Mais bon, après oui, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire sur la course femme. Van der Heyden qui redevient au top à 26 ans, c'est son premier grand succès et
Elle a souvent, elle avait gagné pas mal dans les jeunes catégories. Elle avait été championne du monde du 23 en 2019 et depuis, elle avait eu du mal à confirmer quand même. Et devenir championne d'Europe élite, c'est quand même pas rien. Et après, l'immortelle Lucinda Brandt qui arrive à toujours être au top tout le temps au cours d'une saison, c'est assez impressionnant aussi. Ouais, c'est sûr que Lucinda Brand était présente, je la voyais même d'ailleurs favorite. Et hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire sur les Coupes du Monde quand les fans Van Empel vont revenir dans le jeu. Ouais. On va pouvoir parler un petit peu de la Coupe de France. On en a commencé à en parler, hein. On va en parler vite fait. Mais du coup, on a eu 2 courses ce week-end à Kelnek en Belgique, en Bretagne, pas en Belgique, rien à voir. Et du coup, on a vu des scénarios complètement différents. Chez les juniors hommes et femmes, on a eu 2 dominations ultimes de Soren Bruyère-Joumard et du grand retour de Lise Revol qui sont imposés tous les deux du coup le samedi et le dimanche. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'est sûr que c'était de la domination, hein, on peut dire que ça. J'ai pas les écarts sous les yeux, mais il me semble que Soren Bruyère-Joumard gagne les 2 coups avec quand même une nette avance. Et pareil pour Lise Revol. Du coup, effectivement, on les attendait au plus haut niveau après qu'ils aient tous les deux fait l'année dernière en Junior 1 une saison déjà extraordinaire. Lise Revol, championne du monde, et Soren Bruyère-Joumard, vice-championne du monde. Du coup, logiquement, on les attendait au top niveau. Et c'est le cas. Donc je pense qu'un peu à l'image de l'année dernière, on va pouvoir les attendre sur les Coupes du Monde au meilleur niveau et pourquoi pas les voir gagner des Coupes du Monde et être champion du monde en fin de saison. Non, c'est clair que tu parlais de Soren, il gagne avec 59 secondes d'avance ce dimanche face à Victor De Vos, qui confirme encore une fois qu'il est souvent juste derrière Soren, il est souvent bien placé. Donc j'espère qu'il va être sélectionné pour les Coupes du Monde. On en a parlé un petit peu d'Axel Martino. Il fait 7ème le dimanche, donc très content pour lui, qu'on va continuer à suivre. Et en tout cas, 7ème, c'est quand même, il doit être bien plus content que ce qu'il avait fait sur les 2 premières manches. Il avait fait 10ème ce samedi aussi, donc la progression est assez flagrante. Et puis après, Lise Revol, qui n'a pas eu besoin de course de chauffe, on va dire, qui s'impose directement le samedi et le dimanche. En plus, avec des écarts assez dingues. Là, dimanche, elle met 1 minute 05 à Lali Pichon. Et c'est Zélie Lambert qui fait 3ème. Donc, on va voir ce que ça donne en Coupe du Monde. Mais elle a l'air d'être en forme et elle a l'air d'avoir envie de garder ce titre de championne du monde à la fin de la saison. Ouais. Oui, c'est sûr qu'elle a été vraiment, vraiment impressionnante. On peut passer directement aux espoirs, hein, avec des courses un petit peu plus serrées. Avec d'abord une victoire de Alexis David sur ce samedi, qui avait d'ailleurs déjà gagné la 2e manche de la Coupe de France. Donc très fort, qui termine d'ailleurs devant Romain Debord qui gagnera aujourd'hui, parce qu'on tourne donc la vidéo ce dimanche. Donc des courses qui auront été un petit peu plus serrées. Je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé. Ouais, Romain Debord qui montre qu'il est enfin imbattable parce qu'il avait gagné, je crois, les 2 premières manches de Coupe de France à Albi. Donc voilà, mais Alexis David, Romain Debord sont les meilleurs U23, hormis Aubin Sparfel qui lui court en élite. Et ils se partagent en tout cas les victoires. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il donne au niveau international. Un petit peu déçu pour l'instant de Jules Simon. Qui quand même, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa vidéo YouTube où il parlait un peu de dépression qu'il a eu l'année dernière, et il en a fait une série sur YouTube, donc c'est hyper intéressant, mais qui fait que seulement 4ème, battu par Thomas Coursier du coup qui fait 3ème. Et par contre, ce qui est assez intéressant de voir sur cette course du dimanche, c'est que Théophile Valsal, qui est tout fraîchement un espoir, arrive à aller chercher une 5ème place. Il venait de reprendre sa saison.
Il a fait 13e, je crois, le samedi, donc une petite mise en jambe. Mais c'est assez intéressant. Il est quand même encore très très jeune. Donc il va falloir le suivre de près, je pense. Ouais, c'est sûr, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien aujourd'hui. Je me disais s'il remontait dans le top 10, c'était déjà bien. Au final, cinquième, donc vraiment impressionnant. Chez les femmes, samedi, on a enfin une victoire de Amandine Muller. Je dis enfin parce qu'elle a été très souvent sur le podium à la deuxième ou troisième place, mais on la voit presque jamais gagner. Alors ce coup-là, c'est bon pour elle. On l'a vu gagner d'ailleurs devant Anaïs Morichon, elle aussi très souvent présente sur le podium. Et ce dimanche, on a une victoire donc de Amandine Fouquenet qui était la grande favorite, qui gagne d'ailleurs devant Amandine Muller et Anaïs Morichon. Donc on retrouve un petit peu les mêmes coureuses dans le top 5 avec juste Amandine Fouquenet qui aura dépassé tout le monde. Comme tu le soulignais tout à l'heure, le top 5 est composé de 3 Amandine et de 2 Anaïs. Donc niveau originalité de prénom, va falloir revoir un petit peu la copie. Mais du coup, Anaïs Morichon 3e, Amandine Vidon 4e et Anaïs Moulin 5e qui reprenait le cyclocross. Donc ça fait plaisir. Qu'on avait déjà eu dans un podcast qui était à l'époque sur Instagram. Donc voilà, mais va falloir voir ce que ça donne en Coupe du Monde. Mais en tout cas, Amandine Fouquenet, Amandine Muller et Célia Géry qui n'étaient pas là ce week-end, mais j'espère qu'elle va pouvoir vite revenir, sont, je pense, les 3 meilleurs, même si il faut pas oublier Hélène Clausel qui reste un peu la figure de l'équipe de France éternelle depuis quelques années, quoi. Et chez les hommes, du coup, une fois n'est pas coutume, pour la 4e fois de la saison, c'est Aubin Sparfel qui s'impose en élite. Il est juste au-dessus du lot, trop fort, impressionnant. C'est dommage on a l'impression que dans les grands rendez-vous pour l'instant, il a peut-être un peu de mal à gérer la pression et il lui arrive toujours des petites galères. Mais quand c'est en Coupe de France, il est juste impressionnant. Et je crois qu'il y avait une stat du speaker à l'arrivée, j'ai vu sur la vidéo, qui disait que c'était sa 17e victoire en Coupe de France sur 18 manches. Quand on passe de junior, espoir et élite. Donc il est vraiment au-dessus du lot, Aubin, et ça va être intéressant de voir, notamment au championnat de France dans quelques semaines, ce que ça peut donner face à un Clément Venturini, par exemple. Est-ce qu'il est capable d'être champion de France élite, Aubin? Je sais pas ce que toi t'en penses. Oui, à voir, comme tu l'as dit, le niveau de Clément Venturini, mais moi, je pense honnêtement que oui, il a clairement le niveau possible. Après, c'est vrai que on a vu que David Menu a eu un problème hier, alors qu'il était très proche de Aubin, ce qu'il fait abandonner. Je crois qu'aujourd'hui, il n'a pas pris le départ, si je ne me trompe pas. Pareil, on n'a pas non plus vu Théo Thomas sur ses deux manches. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir donner un peu plus d'adversité à Aubin? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, pour moi, Aubin peut être champion de France élite. Je pense que c'est possible. Non, c'est clair. Donc on va suivre ça, on va suivre les prochaines manches de Coupe de France, de Coupe du Monde, et on en débriefera tout ça, dans les prochaines semaines. Je pense qu'on a fait le tour. Vous allez avoir maintenant du coup la petite interview de Lali Pichot, et on se retrouve après du coup pour parler un petit peu de cyclocross aux Jeux Olympiques et de Tadej Pogačar sur le cyclocross. Salut Lali, comment tu vas? Déjà merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Salut, ça va super, merci. Tout d'abord, raconte-nous comment s'est passé ton week-end en Coupe de France à Callennec. Ça s'est super bien passé. Je suis trop contente d'avoir fait ces places-là, surtout à la maison avec vraiment un public qui était top, donc c'était vraiment incroyable. Depuis le début de saison, tu t'es super bien illustré, notamment en gagnant les 2 premières manches de Coupe de France, et après avec une 4e place au championnat d'Europe. Est-ce que tu t'attendais à faire un aussi gros début de saison ou pas? Je sais qu'au début de saison, je suis quand même pas trop mal. L'année dernière, j'ai eu un petit coup de mou pendant la saison, donc là, avec mon entraîneur, on a vraiment fait gaffe de pas trop en faire dès le début de saison pour vraiment garder du jus jusqu'à la fin. L'objectif, c'était vraiment de progresser un max durant cette saison pour pourquoi pas
me permettent d'être dans l'équipe de France. Donc vraiment, je suis trop contente de ce début de saison et on gère ça bien avec mon entraîneur Jérôme Leparc. Donc non, c'est vraiment bien. Je savais pas trop dans quelle forme j'allais être parce que du coup au début de saison il n'y avait pas Lise Revol ni Zélie Lambert, donc je savais pas trop comment j'allais être au championnat d'Europe. C'était un peu vraiment la course un peu de découverte au niveau international avec l'équipe. Donc non, vraiment ça s'est super bien passé et je suis vraiment trop contente de ce début de saison. Comme troisième question, on a parlé des Coupes de France. On a vu le retour de Lise Revol sur ses troisième et quatrième manches. Est-ce que tu t'attendais à la voir aussi forte ou est-ce que tu pensais pouvoir rivaliser avec elle ? Je me voyais pas forcément rivaliser avec elle. Après, je savais pas du tout quel niveau elle allait avoir, mais elle est quand même championne du monde, donc c'est pas rien. L'objectif, c'était vraiment d'essayer d'être le plus proche d'elle. Je savais qu'elle allait partir fort et qu'elle a quand même un niveau supérieur par rapport à moi. Donc vraiment, c'était de faire au mieux pour me rapprocher le plus d'elle. Et puis, je pense que je suis quand même contente de mes 2 jours. Le samedi, c'était vraiment top. Le dimanche, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont fait perdre, je pense, plus de secondes avec le terrain qui avait vachement changé. Mais non, je suis super contente d'avoir pu montrer à la maison ce que je valais et puis d'avoir fait une course avec les filles, c'était vraiment bien. Et pour finir, donc on a bientôt l'arrivée de la première manche de la Coupe du Monde. Et donc pour toi, qu'est-ce que c'est tes objectifs pour la suite de cette saison de cyclocross ? Parce qu'on imagine qu'il te reste encore énormément de courses à faire. Est-ce que tu as vraiment des objectifs prédéfinis à l'avance ? Oh, c'est ça, il y a quand même un programme très chargé là au niveau des courses pendant la saison. Après, pour les objectifs, je verrai en fonction des premières Coupes du Monde, mais forcément, le classement général de la Coupe de France, c'est quelque chose que je pensais pas du tout jouer au début de saison. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir jouer cette place et puis après voir comment ça va se passer au niveau des Coupes du Monde et puis des championnats. En tout cas, du coup, merci beaucoup Lali d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite une très très belle saison de cyclocross et on va te suivre. Merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé un message et tout. Et puis à bientôt, j'espère. Salut. Du coup, on va passer à la dernière partie de la vidéo et donc cette idée et cette volonté en tout cas de la France d'introduire le cyclocross aux Jeux Olympiques de 2030 qui a été récemment contestée par le comité des sports d'hiver. Donc pour l'instant, il y a une espèce de guerre entre... c'est sûr qu'à la base, le cyclocross, c'est un sport qui est disputé l'hiver, mais qui n'est pas forcément un sport de neige. Donc, il faudrait voir dans quel contexte, dans quelle manière, parce que ça serait pour, j'imagine, rouler sur la neige. Qu'est-ce que toi, t'en penses, Timothée ? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? Et raconte-nous. C'est sûr que ça fait un petit peu bizarre comme ça, parce que quand on imagine les JO d'hiver, tout le monde, je pense, en tête à le ski, le snowboard et évidemment la neige. Après, moi, je trouve que le cyclocross, c'est quand même une discipline qui ramène de plus en plus de gens. Donc, on va être obligé, obligé, non, on l'est jamais. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut pas enlever. Il y a énormément de personnes qui suivent ce sport et il y en a de plus en plus. Peut-être pour le moment, le problème encore, c'est que c'est une discipline qui reste un peu trop européenne. On a effectivement beaucoup de Belges, beaucoup de Néerlandais, de plus en plus de Français, d'Italiens et d'Espagnols, avec aussi d'autres nations qui se développent bien, comme je pense par exemple aux Tchèques. Mais bon, c'est quand même que des nations qui restent européennes. Donc moi, j'avoue que j'y crois pas trop, même si j'aimerais bien pour le moment dans les prochaines années. Après, d'ici une dizaine d'années, si on voit que ça continue à se développer et qu'il y a toujours de plus en plus de coureurs et de personnes qui suivent, pourquoi pas, ce serait beau à voir. Non, je comprends ce truc de les sports d'hiver, c'est avec de la neige. Après, c'est sûr que si ça ramène en plus des têtes d'affiche comme Van Der Poel, comme Van Aert, on va en parler après, mais peut-être comme un Tadej Pogacar et peut-être des Rubens Parfel, etc. À terme, ça peut être hyper intéressant. Après, il faudrait évidemment qu'il y ait des quotas parce que c'est pour qu'il y ait 60 Belges, 70 Néerlandais. La course va être vite biaisée.
mais je pense que ça serait une bonne chose. Le cyclocross, en tout cas, mérite d'être dans des Jeux Olympiques parce que c'est une pratique qui est magnifique, à l'image de ce qu'on a en VTT et de ce qu'on a sur route. Et c'est sûr que c'est plus cohérent de mettre le cyclocross l'hiver que de mettre ça l'été. Ça fait complètement doublon, je trouve, avec du VTT par exemple, même si c'est pas les mêmes pratiques. Mais je pense que c'est au bon endroit. Faut voir par contre, est-ce que c'est sur de la neige, est-ce que comme ce qu'on avait pu voir à Val d'Isole, ça avait déjà marché, ça avait été assez spectaculaire, assez grandiose, même si c'est pas le cyclocross qu'on connaît dans la boue, etc. C'est peut-être là où il y a un petit peu plus d'ambiguïté. Après, du coup, ce qu'on voulait dire à propos de Tadej Pogačar, c'est que récemment, on lui a posé la question, enfin pas nous, hein, mais la question lui a été posée, est-ce qu'il avait envie de faire du cyclocross? Il a dit que lui, ça l'intéressait parce qu'il en a déjà fait quelques-uns et qu'il en avait déjà fait auparavant, mais que c'est son équipe pour l'instant qui n'a pas trop envie. Donc, est-ce que toi, tu serais chaud à l'idée de voir Tadej Pogačar les prochains hivers en cyclocross? Bah, j'avoue que j'ai envie de dire un peu évidemment que oui, surtout que pour le coup, je pense que au début, alors il aurait une marge de progression évidemment, mais qu'au début il se ferait manger par Van Der Poel tout simplement et manger par sûrement énormément d'autres coureurs. Parce que j'avoue que par exemple on parlait de Paris-Roubaix durant la saison, tiens il y a Pogačar qui vient dessus et tout. Je me disais ok Pogačar arrive, c'est son premier Paris-Roubaix. Oui je l'imaginais pouvoir jouer le podium directement et pouvoir se battre un peu avec Van Der Poel. Là je vous avoue si on me dit Pogačar est sur la Coupe du Monde à Tabor, s'il termine top 10, bah pour moi c'est déjà pas mal. Je les vois pas du tout avoir le niveau, je disais pour se battre avec Van Der Poel, mais encore pas non plus pour se battre avec Van Aert ou Pidcock quoi. Ouais, après, il en a déjà fait apparemment avant. Et il en a déjà fait aussi l'année dernière où il en avait gagné un. Bon, c'est évidemment des cyclocross en Slovénie, mais je pense qu'il a de quoi performer. Oui, c'est sûr que je pense que ça donnerait en plus envie à Van Der Poel et Van Aert de faire plus de cyclocross pour pouvoir peut-être le battre. Et je pense que ça ferait du bien aussi à la pratique du cyclocross et en termes de visibilité. Donc ça serait quelque chose de bien et en plus du coup si c'est au JO, je pense que ça lui donnera encore plus envie d'en faire. Après faut pas non plus que du coup s'il devient très fort et que ça devient une purge comme ce qu'on a sur la route qui nous détruise pas toutes les courses. Après l'avantage du cyclocross c'est que une chute, une erreur, une crevaison est hyper vite arrivée et que les scénarios sont quand même souvent relancés. Bon, même si Van Der Poel lui arrive toujours à passer sous encombre, mais voilà, je pense que ça peut être sympa et rajouter un peu plus de spectacle encore. Ouais, c'est sûr. Puis dans tous les cas, on a un peu déjà Van Der Poel qui est en train de tout exploser parce que si autant il y a quelques années on avait quand même un combat Van Aert, Van Der Poel et un peu Pidcock, j'ai envie de dire que ça fait 2 ans que ce combat il n'existe plus. Hein. Van Aert est clairement un cran en dessous et Van Der Poel mange Van Aert. J'espère d'ailleurs que ça va changer cette année, hein, parce que quand même les combats Van Aert, Van Der Poel, ça fait quand même partie des choses les plus impressionnantes qu'on a. Voilà, on n'a plus qu'à attendre de voir quand est-ce qu'ils rentreront. Il n'y a pas encore eu d'informations très claires, même si on sait que normalement les deux vont faire du cyclocross. Ouais, c'est clair, donc on va voir ça. Et puis on se tiendra au courant pour la suite des événements en cyclocross, sûrement autour des championnats de France dans quelques semaines pour parler de tout ça.